moi, concernant comme je l'ai dit, auparavant j'ai connu la jouissance il y a quelques mois, et là je suis plongé dans un mer marchand. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour... Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a rien de pire que l'impatience narcissique. L'impatience narcissique, je fais un bond. Et puis après je bute, je redescends. Il faut trouver la continuité. La constance. Voilà. Et là, la constance, il faut être très humble. Moi je dis toujours aux gens, mais je n'ai aucune originalité. Je transmets celle de la terre. Mais moi j'ai rien à dire. Si je commençais à vouloir dire quelque chose, ça détruirait complètement ce que je transmets. Ce que je transmets, ça vient des luttes radicales de la longue histoire de la terre profonde. Donc plus on est humble, vous êtes gentil. C'est un très bon grave. J'espère que vous allez l'apprécier, vous me direz. Je vous promets. Je vais le mettre dans mon panier parce que j'ai mon panier à course. Je vais vous donner celle-là aussi. Ah non, alors c'est trop gentil. Vous avez dit que quand vous me direz ce que ça vaut. Écoutez, c'est trop gentil. Ce soir, on va boire quoi? Tout le monde lui donne des bouteilles. On va en acheter. C'était pour ce soir, mais voilà, si vous voulez, le truc c'est plus je suis humble, plus je suis riche. Moi je vais vous dire un truc tout bête. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je l'ai dit à plusieurs personnes, dans ma jeunesse, il y avait une conflictualité dans le couple qui était constitué par mes parents. Si j'avais pas eu le déclic historique, je me serais dit putain merde, entre mon père et ma mère, il y a ça. J'aurais commencé à culpabiliser, le couple va pas, etc. J'ai tout de suite tilté, je me suis dit mais c'est pas le couple, c'est l'histoire du monde. Alors dans ma petite tête d'enfant à 12 ans, c'était pas conceptualisé, mais déjà il y avait l'instinct. Je vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit mais faut surtout pas que tu rentres dans cette histoire-là du point de vue du petit trou de la serrure, faut que tu rentres dans ce truc-là du point de vue de la grande ouverture du monde. Et donc, chaque fois que vous avez une expérience difficile, chaque fois qu'il y a un blocage, il faut vous dire, il ne faut surtout pas que je rentre dans ce truc-là par le petit bout de la serrure. Il faut que j'y rentre par le grand trou du monde, là-haut, la réalité historique universelle. Et c'est par l'universel qu'à chaque fois que je résous. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive à des millions d'êtres. Il y en a qui vivent en Australie, il y en a qui vivent au Canada, il y en a qui vivent en Afrique. Mais on a tous la même histoire. Et donc c'est parce qu'on rentre là-dedans avec humilité en se disant on est tous pareils dans le grand fracas du monde qu'on commence. Et ça évite de tourner autour de soi. Surtout ne pas tourner autour aux gens qui ont un manque de confiance en eux. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous avez manque de confiance en vous parce que vous n'avez pas la capacité d'aimer votre richesse intérieure. Il faut se détester narcissiquement, c'est-à-dire mon jeu narcissique, il faut le mépriser. Mais par contre, il faut comprendre qu'il y a en vous une vraie richesse. Et elle, il faut l'aimer, il faut la valoriser. C'est-à-dire qu'il y a deux jeux. Il y a le jeu narcissique du spectacle marchand, de la merde contemporaine, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, la merde qui veut gérer la pourriture contemporaine. Puis il y a votre vraie richesse radicale, ontologique, sacrale, qui, elle, n'est pas marchandisable. Elle n'est pas assujettissable au cosmopolitisme de la marchandise. Elle est pure. Elle n'est pas atteignable. Donc c'est ça qu'il faut creuser. Et si vous creusez ça, vous commencez à respirer. Vous n'êtes plus une merde circulatoire marchande. Ni Juppé, ni Le Pen, ni Hollande, ni le front de gauche, ni le front de droite. Toutes les merdes du capital, elles sont balayées. Vous respirez. Vous êtes un vrai être debout. C'est vrai, c'est vrai. Tout est là. Et quand les hommes vont enfin marcher debout au lieu de ramper par terre au cul des pouvoirs de l'aliénation, ils vont retrouver la vraie circulation du souffle. Mais tout est en vous. Mais on nous a tellement appris le dressage, la domestication, l'aliénation, qu'on ne sait même plus ce que c'est que d'être debout. Un être humain debout, ça n'existe plus. Il n'y a plus de décap-pattes. J'ai vu que la philosophie aujourd'hui, elle rentre dans l'entreprise, rentre dans la psychologie. Mais pour dynamiser le managérial, j'ai une nana qui m'a écrit il y a 3 mois. Elle a créé un cabinet de philosophie. Et alors elle me dit, voilà ce que je fais, j'interviens dans les entreprises pour dynamiser le manager. Donc je lui dis, mais c'est pas ce que je fais du tout. Quand ça se passe pas bien, il faut restructurer. Mais si vous voulez, en fait, il y a un truc qui est à la mode. Et je suis allé sur le site de la Sorbonne. Ils sont en train de valoriser la philosophie comme méthodologie psychologique.
Et donc du Parce coup, que la psychologie et la Oui, c'est ce qu'il psychanalyse avait sont en mis, pleine faillite. Ouais, c'est ça, Donc ça marche pas. faut préparer un relais. Un renouveau. c'est totalement ça. Mais ça Il butera de commence toute à faire de façon. la philosophie radicale un Ah ben, pas sujet du tout. d'analyse. Mais pas du tout radical. Mais du coup, Ils pas prennent radical. de la philosophie, mais qui doit justifier la psychanalyse. Moi, un jour, j'ai Philo Magazine qui a voulu m'interviewer, j'ai refusé. Vous connaissez cette revue Philo Magazine? Ouais, bien sûr. Allez voir ce Ah ben que c'est pourriture. C'est Enthoven. Vous avez le vu mec qui a couché Enthoven avec la femme et son père aussi il a couché avec la même. Ah Tout le ouais. monde couche Ah avec ouais, tout. Vous d'accord. avez pas vu l'interview de Enthoven face à un mec qui lui parle de la question juive? Ah, mais c'est lui, Enthoven, ah oui, oui, d'accord, je regarde. Mais oui, mais c'est Mais vous trouvez pas que c'est problématique? Oui, mais. Ah bah il rentre le mec après. Bah, il est obligé, de toute façon, il est à la télé. Vous vous êtes jamais dit par rapport à tout ça, ça risque de me perturber, de me polluer? Vous êtes fort? c'est pas que je suis fort, j'aime ma compagne et j'aime mon chien. Et donc je suis inébranlable. Quand un chien vous lèche, c'est très bon. Ah mais le chien, vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Il y a dans le chien une tendresse, une infinité, un amour incroyable. Mais alors, c'est très fort ce que vous avez dit, parce que vous avez dit il y a mon chien, il y a ma compagne. Non, j'ai dit ma compagne et mon chien. Après, Ma compagne et mon chien. Et il est titillant. Hein. Mais celui qui n'a pas la compagne et le chien, quelque part. Ah mais moi j'ai une patiente, j'ai une de mes patientes qui vivait avec un vampire. Un être de détestation abominable qui lui faisait souffrance, qui jouissait à lui faire souffrance. Elle avait perdu tout respect pour elle-même. Je lui ai dit, avant de recommencer à rencontrer les humains, commencez à rencontrer votre corps dans votre espace. Prenez un chien. Et elle a pris un chien, parce que le chien ne vous trahira jamais. Contrairement à un homme ou à une femme, le chien ne vous trahit jamais. Il n'y a pas de spectacle narcissique chez un chien. Il est entier. Grâce au chien, elle a repris confiance. Il la battait. Elle était très belle, mais il lui avait dit que t'es une merde. Elle arrivait à se croire laide alors qu'elle était belle. Elle était au degré ultime de la déchéance. Grâce à ce chien, elle a réappris dans les balades en forêt. Alors je lui ai dit, le chien ne sera pas une béquille. Il ne faut surtout pas que vous fassiez de ce chien une béquille. C'est un compagnon de lumière. Et grâce à ce chien qui était compagnon de lumière, elle a retrouvé confiance en elle. Et maintenant, elle est en capacité d'avoir une relation amoureuse avec un homme. Mais s'il n'y avait pas eu le passage au chien qui lui a redonné confiance aux sources de la terre, reproduire ça. voilà. Et donc le chien, c'est très important. Parce que le chien, c'est une infinie pureté. Mais puis le chat. Ah, moi, j'ai un chat, on a 2 chats. Ils sont adorables aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Vous avez parlé de l'esthétique là, vous avez dit. Non, reviens au cette chat. femme, elle Oui, est oui, le belle. chat. Oui, elle est belle. Mais, Mais elle croyait qu'elle était laide. ce que Il je lui veux dire disait par t'es rapport- moche, ce que t'es je veux moche, dire t'es par une rapport grosse à ça, conne. c'est que quand on est dans sa jouissance, on cherche la femme de jouissance, on cherche pas la femme belle. Il n'y a plus d'esthétique. Oui, mais la femme est belle, pas parce qu'il y a une harmonie statique. Elle est belle parce qu'elle est riche, parce qu'elle est mouvement. Vous avez des femmes qui, du point de vue des critères esthétiques purs, sont moins belles que d'autres. Oui. Pourtant, elles sont plus belles que d'autres parce qu'elles ont une illumination intérieure. Donc, le point central de la beauté, dit Marc dans l'introduction de 57, c'est l'illumination de l'harmonie intérieure. Et alors le chat par rapport au chien? Alors le chat d'un point de vue hegelien, c'est de l'en-soi. Il n'a pas besoin de sortir. Je peux rester dans mon appartement pendant 15 jours, mon chat, il n'a pas besoin de sortir. Par contre, le chien a besoin de sortir. Donc en me faisant sortir dans l'espace, il me fait sortir de mon enfermement dans l'enclosure de l'espace. Si je pars pendant 2 heures avec mon chien à marcher, quelque part, je me mets en mouvement du monde. Si je suis avec mon chat, c'est merveilleux. Moi, j'adore les chats. J'ai 2 chattes, elles sont adorables. Mais on n'a pas le même mouvement du sortir. Le chien est au chat ce que le verre de vin est au pétard. C'est ça? Quelque part. Il y en a qui disent les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. Ouais. Mais moi, ma chienne, elle obéit pas. Hein. Et j'ai jamais voulu. Ma femme me disait, mais il faut la dresser, c'est pas possible. Je dis, on ne la dresse pas. Elle est belle, elle est bordélique. Moi, j'ai des gens. J'ai une nana qui était flic, elle était culpabilisée, elle avait honte. Je dis, mais vous êtes flic, mais c'est bien moins ignoble que d'être un stick.
Vous, éventuellement, vous tapez sur la tête des gens avec une matraque matérielle. L'instit, il est bousille avec une matraque intérieure du matin au soir. Un instit, c'est pire qu'un flic. Bah l'instit, vous dites quoi alors? C'est moins pire que... Non mais parce que c'est bizarre un peu. C'est-à-dire qu'en fait, même l'instit, à sa manière, il y a des instits qui sont pas du tout dans les normes. Ah bah c'est vrai, il a raison. Donc il y a des instits qui font le minimum, puis il y a des instits fous. J'ai vu que, comment il s'appelle, Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, il va faire une conférence sur l'histoire de France et les Gaulois. Il y a 2 connards du front de gauche qui disent fasciste, fasciste, interdiction de la conférence. Parce qu'il fait enseigner l'amour de la France. il fait aimer l'histoire de C'est des France. profs, c'est des profs. Ah non, mais c'est fantastique, quoi. Alors là, par contre, là, vous avez un truc génial, je sais pas si vous le savez. Le samedi... Demain, le marché aux livres. Ouais, le marché aux livres. Le samedi et le dimanche, vous avez le dernier grand marché aux livres de la région parisienne. Donc là, vous trouvez du Faurisson, du Marx, du Engels. Là, On coupera ça au montage. là, vous avez tout. Là, donc c'est le dernier grand marché aux livres d'occasion. Vous trouvez des encyclopédies du 19e siècle, vous trouvez des atlas. Et alors, tout est d'occasion, donc c'est à prix réduit. Le samedi et le dimanche, vous avez des trucs incroyables qu'on trouve nulle part ailleurs. En plus, que les gens, On trouve du Rosa Luxembourg, on trouve des... Alors ce qui est très marrant, c'est que à droite, vous avez plutôt ce qui est facho, à gauche, vous avez plutôt ce qui est gauche et extrême gauche, et puis après, vous avez des trucs d'opéra, de musique, mais on trouve tout, et puis il y a même un coin enfant. C'est vraiment un truc, si vous êtes sur Paris là, pendant 2 jours, donc le samedi et le dimanche, là vous avez un des plus beaux marchés aux livres d'occasion de Il y a vraiment des très bonnes occasions. J'ai fait un entretien là, avec Sylvain Durin, le sang du père. Ah oui, oui. Et genre à la fin de l'entretien, on commençait à parler de Faurisson et tout. Après, elle a dit bon. Et en fait, est-ce que dans des entretiens, à partir de là, et surtout à partir du truc avec Dieudo, là, vous avez parlé de Dieudo et après avec les prud'hommes, ça vous a causé des soucis. Est-ce que maintenant vous avez un peu plus de... Vous évitez de parler de ces sujets-là ou... Mais c'est pas stratégique. Si vous voulez, c'est pas un problème stratégique, c'est que la seule chose qui m'intéresse, c'est la lutte des classes. Donc, parler de Dieudonné, parler de Faurisson, parler de la Syrie, parler de l'Algérie, parler des Grecs, parler de Jésus, ça m'intéresse dans la perspective ontologique de l'émancipation humaine. Mais ce qui est important, c'est pas le sujet dont on parle, c'est la perspective à partir de laquelle on ouvre le chemin de l'infini. Certes, mais pour vous, ça a des conséquences individuelles quand même assez... Mais d'ailleurs, il y a un truc récemment qu'on a fait là, sur le coup d'État en Turquie, là, et après on parlait de l'ultra-gauche, et vous avez parlé un peu de Pierre Guillaume. Oui. Comme quoi toute l'ultra-gauche lui est tombée dessus. Bien sûr. Donc bon, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne vous pose pas la question, vous n'allez pas d'y démarrer par Faurisson, mais bon... Le problème, c'est que le sujet, c'est pas Faurisson. Le sujet, c'est du point de vue de la lutte de classe, et c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai une patiente qui m'a dit, mais il est vachement bien, Bou, parce que il a mis le texte de Bordiga sur Alibi, le grand Alibi. Ouais, mais d'ailleurs, c'est pas lui. Hein. C'est de Bordiga C'est ou d'Amel. Axel Rad? C'est un Français, un Français quoi en fait. C'est le Parti communiste international, le truc de Bordiga, mais c'est pas... Comment vous faites pour vivre toute votre vie à Paris quand même? Et moi, je veux pas vivre à Paris. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vivre à la campagne. Mais le problème, si vous voulez, c'est je vais fermer probablement le cabinet là, parce que j'ai de plus en plus de gens avec qui je bosse par Skype. Mais par exemple, quand il y avait la grève de la SNCF, je voulais participer aux assemblées générales. Quand il y avait la grève dans les banques, je voulais participer. Si je vais dans ma campagne profonde, il n'y a pas de grève. Donc quand il y avait des grèves ou des trucs, j'allais dans les assemblées générales discuter avec les salariés. Alors, je dirais dans la même perspective, vous devriez aller à Nuit debout pour parler avec eux, non ? Non, Nuit debout, ça m'intéresse pas parce que Nuit debout, c'est pas des prolétaires. Nuit debout, c'est les futurs flics des prolétaires. C'est les bobos couches moyennes abrutis. Penser, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui sont pas du tout dans l'activité. Et d'ailleurs, qu'on mette aller, quoi,
votre discours, enfin, il a un écho, ça appelle quand même quelque chose en eux, parce que ça, il y a beaucoup de gens. Moi, je vois mon boulot, les gens parlent de la commune de Paris, tout ça, tout ça, ça arrive à avoir un. Ils savent plus que ça. Mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on nous a gommé toute cette histoire. À l'école, nous, c'était pas au programme. Ben voilà. Donc ça arrive à faire un écho quand même, ou ça tombe. Non, alors, le gros truc, c'est colonisation, décolonisation, parce qu'il faut surtout pas que les Maghrébins et les deux souches se rencontrent. Alors là, travail de culpabilisation, de séquence, de ghetto, il faut monter, voilà, victimisation. Il faut qu'il y ait la haine, il faut que le mec de La Courneuve déteste le mec de Perpignan. Il faut qu'il y ait la haine. Alors ça, c'est le grand truc du capital. Donc il y a tout un travail à faire sur la colonisation, la décolonisation, le mensonge, etc. C'est ça, c'est horizontalisation des luttes. Voilà. Il faut pas que ce soit homogène, sinon c'est dangereux, il faut que ça soit exprimé dans tous les sens. Antifa, banlieue, machin, le mec qui est berrichon, il est enfermé dans un ghetto, il est berrichon. Le mec qui vient d'Algérie, il est enfermé dans son ghetto algérien, il vient d'Algérie. Et l'Algérie et le Berry, ça ne doit pas se rencontrer. Comme je suis bien pas. Ah non. Je voulais vous poser une question qui est simple, mais qui peut demander du temps au niveau de la réponse. C'est pour vous, si quelqu'un vous dit le capitalisme, ça démarre quand? Les gens disent 18e. Après, d'autres vont dire c'est la première grande action capitaliste, c'était la traite transatlantique, donc 16e siècle. Marx répond clairement, le capitalisme démarre dans la révolution urbaine médiévale du XIIIe siècle italien. Florence. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent dès le néolithique, mais au néolithique, l'argent qui se développe jusqu'au XIIIe siècle, c'est quelque chose qui est... C'est pas une centralité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des excédents commercialisables. Mais les excédents commercialisables, ça veut dire que c'est périphérique. Par contre, dans la révolution médiévale italienne qui va conduire aux foires de Champagne, c'est plus un excédent, c'est une centralité. Ça devient le centre. On met les gens dans la main. C'est-à-dire que les paysans, avec la déstructuration du mode de vie communautaire, à un moment donné, en plus d'être paysans, ils se sont mis à filer chez eux pour des tisserands. Mais au XIIIe siècle, on dit aux paysans, ça y est, on va vous mettre dans un atelier, vous êtes tous, et ça commence là, vous devenez tisserand. C'est la spécialisation, c'est la division du travail. Voilà, la division du travail urbaine, le mec il est tisserand, il est plus paysan tisserand, il est tisserand. Et ça c'est le XIIIe siècle. Et ça c'est vraiment le capitalisme. Voilà. Alors ça commence avec l'Italie, après c'est les foires, le Rhône, ça remonte vers Lyon, les foires de Champagne, ça monte vers Amsterdam, c'est toute la grande révolution. Et Marx dit ça va passer de l'Italie méditerranéenne à Amsterdam, et après ça part en Angleterre, puis après ça part aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il montre le déplacement des plaques tectoniques de la marchandisation. Et c'est le XIIIe siècle. Marx dit la naissance du capitalisme, c'est le XIIIe siècle. Et ça, c'est le voyageur. Ok, comme ça c'est clair. Faut le démonter. J'entends, il parle de quelque chose. Sujet tabou. Et il était au moins une dizaine de groupes. Je sais plus, Constat, PIC, tout ça là. Tout ça. Et c'était vraiment une minorité de gens à parler de ça. Mais il a été distribué à 60 000 exemplaires. D'ailleurs, si tu regardes sur Wikipédia, l'ultra-gauche, Elle est morte là. bah, le site, enfin, la page ultra-gauche, S'arrête dans les là. années 70-80, ils parlent un peu de ça. En mode, c'est les méchants de l'univers, et après, bon, l'ultra-gauche, il n'y a plus rien. Après, c'est l'extrême gauche. Pro-immigré. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les enragés antifa, c'est un espèce de truc d'ultra-gauche, mais c'est les antifa. C'est pas Bordiga, l'antifascisme, mais pas du fascisme. Non, alors c'est pour ça que la nana m'a dit il faut faire ces deux trucs-là. Parce que ça permet de liquider l'antifascisme par rapport à Barcelone 37, l'imposture, le prolétariat massacré par les antifascistes et les Espagnols. Puis deuxièmement, le truc sur la lutte de classe, ça n'a rien à voir avec les luttes immigrées, homosexuelles, femmes, permaculture, tout ce qui est pas moi je lui dirais il faudrait faire vraiment quelque chose montrer que l'islam c'est du pseudonisme, parce que vous voyez la notion de juste milieu de Proudhon, et ça c'est un thème central dans l'islam. On nous dit toujours de juste milieu, et donc moi je me dis il y a une articulation à faire.
Ouais, c'est possible. Bah c'est, de toute façon, pro-denisme, c'est... Ouais, c'est ça, donc... Tu peux mettre l'islam, tu peux mettre ce que tu veux. Ils sont tous vraiment, il faut la légaliser, il faut l'améliorer. Le problème, c'est jamais l'argent. Non, c'est comment c'est géré. Voilà, on peut. Notre ennemi, c'est pas l'argent, ce sont les excès de l'argent. Ouais, pour redistribuer. Le problème, c'est qu'il y a plein de richesses. On vous dit ça, mais il n'y a jamais autant de richesses. Si vous, c'est le redistribuer, donc salaire universel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'islam, il l'a publié, je crois, Chris, c'est le texte de Engels sur le christianisme primitif. Il dit la circularité fermée de l'islam. Un groupement citadin acquiert le pouvoir et la richesse. Il stabilise. Il y a un Mahdi, les bédouins du désert qui disent il y a trop de richesse là-bas, c'est impie. On prend le pouvoir, on remplace les citadins et les bédouins deviennent des citadins. Et 20 ans après, il y a une nouvelle révolte. Et c'est à l'infini, mais ça ne change rien. Ça se révolte sur la religiosité. Voilà. Et alors le truc qui est vachement intéressant, c'est les Almohades et les Almoravides. Au Maroc. Au Maroc, les Almohades et les Almoravides se remplacent. Et les premiers critiquent les deuxièmes pour impiété religieuse. Et ils refont la même chose. Les Almoravides ou les Almohades, ils étaient austères, très très austères. Il y a même les Marocains qui, dans la mosquée de Meknès ou Fès, ils ont dû cacher les ornements pour pas que les rois se disent ah mais il va falloir détruire tout ça. Moi j'ai une question, c'est que j'arrive pas à comprendre par exemple le débat entre Proudhon et Marx. Donc Marx répond à Proudhon. Comment des personnes, par exemple on va parler de Michel Onfray, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a lu Misère de la philosophie, philosophie de la... En vrai, il n'a pas lu le texte de Marx, c'est ça que j'arrive pas à lu des comprendre. morceaux. Il dit qu'il a lu les deux textes et qu'il donne raison à Proudhon. Mais tout le monde ment. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire que ça fait 200 ans que Marx... Mais non mais c'est son fétichisme. Marx dit... il nourrit son fétichisme avec Proudhon, c'est tout. Moi j'arrive pas à comprendre les gens qui lisent. Regarde, parce qu'Onfray il dit Marx il est. Non mais ils disent Marx il est dans l'ironie, mais qu'il dit rien vraiment. Il dit que c'est pas. Parce qu'en fait ça les arrange de dire juste ça, parce que sur toute l'œuvre de Marx, c'est-à-dire que dans la réponse à Proudhon, il est un peu dans l'ironie et puis il est un peu dans la démonstration. Mais toute l'œuvre de Marx, il parle pas de Proudhon en fait, il parle du système capitaliste. Et sans même parler de Proudhon, en fait, ça démontre. C'est pas, on va parler de. Vous connaissez Yvon Quignou? Yvon Quignou. Non. C'est le grand spécialiste de Marx en France. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, ouais, je vois. Il fait des conférences de plusieurs heures. Il dit des trucs intéressants. Mais oui, il dit des choses très intéressantes. Non mais tu sais quoi, il y a une conférence de lui sur internet. En fait, quand tu regardes, le gars, c'est exactement la page Wikipédia. C'est ça. C'est genre, non mais toute sa conférence, c'est la page Wikipédia. C'est le point A. Le point A, c'est le début de la page. Après, le point B, c'est le milieu de la page Wikipédia. Après, le point C, c'est la fin. C'est-à-dire que le gars, il se fait tellement plus chier. Yvon Quignou, je connais pas, mais on aboutit à quoi? À l'abolition de l'argent? Justement, non. Ah bon? Il dit l'idéologie allemande, c'est magnifique. Les textes qui ont été recouverts de Marx, et tout Marx, c'est magnifique. Mais il dit pas à bas l'argent. Il dit voilà, il faut réorganiser. Il est dans le projet. Je comprends pas, le mec il a tout lu. Le dernier texte politique de Marx, qui est quelque part son testament, la critique du programme de Gotha. Il dit que c'est magnifique. Bah oui, mais il dit c'est fini. Il peut pas y avoir d'État libre. Il faut abolir l'État et l'argent. Je comprends pas comment ces gens-là, ils en arrivent pas là. Je pense que quand ils lisent, quand ils voient le livre, ils voient quelque chose de plein. Rubel l'a Et très bien. Cousin, ce qu'il arrive à voir, c'est des sailles. Rubel l'a compris, il a été très narcissique. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il était narcissique? Je suis le traducteur mondial. Ah ouais. Ça lui était monté à la tête. Mais, par exemple, vous avez vu, mais apparemment il y avait votre directeur de thèse à l'interview où il y avait La Bica. chez Pivot. Il est sympa. Il est mort. Ah, Il est mort. Non, honnêtement, c'est de tous les staliniens que j'ai rencontrés, il n'était pas le pire. Ouais. Il avait une certaine honnêteté. Mais il avait un côté jovial, je trouvais. La Bica? Oui, sur le plateau et tout. Ah, mais je me rappelle plus, il était sur le plateau avec Rubel. Ah, je me souviens plus. Pivot. il faudrait que vous l'envoie. Mais en fait, Rubel, il a un côté un peu austère. Et puis, alors, je lisais le Capital, enfin, en tout cas, la Pléiade de Marx, que je commence à feuilleter un peu l'introduction. Et dans l'introduction, Rubel, il dit j'ai déplacé ça là, j'ai mis ça à la fin, ça j'ai mis ça au début. Devenu fou.
Rubel pensait mieux connaître Marx que Marx lui-même. Donc il s'est mis à déplacer les textes en disant ce serait mieux de faire comme ça. Par exemple, il a mis un chapitre, je vous ai craché dessus. Il a mis, Il n'avait pas de maladie. Crache à la gueule. il a mis un chapitre sur l'immigration tout à la fin. Alors qu'aujourd'hui c'est hyper important en fait. C'est dommage qu'il ait C'est un fait peu ça. un universitaire quelque part, Rubel. Donc, il est peut-être enfermé. Rubel, il était dans les groupes radicaux ouvriers, essayistes. Non, c'était un mec qui était dans une... Il a très bien compris que Marx, c'était l'abolition de l'État, l'abolition de l'argent, et que ça n'avait rien à voir avec le capitalisme d'État. Mais si vous voulez, si ma vie est sèche, si ma vie est triste, si j'ai plein d'angoisse et que je rentre dans l'univers de Marx, je vais y faire ma niche. Et je vais devenir fou, je vais tout positionner. Bah oui, je vais y faire ma niche. Ah oui, Il a fétichisé. à partir du moment où je fais quelque chose, je ne suis pas humble, je suis condamné à mort. Il faut toujours être humble. Rien ne vient de moi, tout vient de ce que je sais recueillir. Mais si je ne comprends pas ça, je deviens fou. Les gens, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Que ça vient pas de. Oui, c'est pas leur génie personnel. Quand Marx dit le mouvement réel de la lutte de classe radicale pour l'abolition de l'argent et de l'État n'est pas une découverte d'un génial inventeur ou d'un génial découvreur, mais c'est la réalité objective que je n'ai fait que constater et qui découle des luttes de classe les plus radicales, il a tout dit. Mais il faut qu'on fasse une vidéo absolument sur ce que vous m'avez dit une fois et ce que Hegel dit, c'est que le concept est supérieur à la somme des... Voilà. Ah oui. Et ça c'est vrai que vous m'avez dit c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour les gens, mais il faudrait qu'on puisse développer un peu ça. Si vous voulez, le visible est déterminé par l'invisible. Alors je vais prendre un exemple tout bête, un exemple tout trivial. L'arbre. L'arbre, ça n'existe pas, l'arbre. Il y a des sapins, il y a des hêtres. Pourtant, en dégageant le concept d'arbre, je dégage un concept qui fait que la réalité est regardable, compréhensible, distinguable et associative. Parce que j'ai dégagé le concept d'arbre, je vais pouvoir relier l'être au sapin, le sapin au chêne, et je vais pouvoir construire une unité organique qui dit la vérité du monde. Mais en soi, ça n'existe pas. Mais l'arbre n'existe pas. Comme Sauf qu'il existe quand même. L'arbre n'existe pas, mais il existe quand même à travers toutes les manifestations de l'apparaître. Moi, l'arbre, je l'ai toujours dit que ça parle énormément. Ah oui, parce que Hegel prend l'exemple du chêne. Voilà. Avec le gland, etc. Lui, ça lui parle tout de suite. C'est tout de suite le gland, et l'arbre est contenu dans le gland et l'inverse, etc. C'est très fort le déploiement, donc c'est hyper puissant en fait. Bien sûr. Ça permet de comprendre. Vous voyez un gland par terre. Le chêne gigantesque est déjà là. Mais voilà, mais l'inverse, dans le chêne gigantesque, il y a le gland aussi. Mais c'est pareil quand on fait une philo-analyse avec un couple et que on positionne la déchéance ultime de la crise du couple de ces deux unités qui vont se séparer. C'est l'arbre à la terminaison de sa décomposition, mais t'es contenu dans le gland du premier baiser. Enfin, du premier rapport plutôt. Du premier baiser, si vous voulez, bon dire. Précisément. C'est très fort ça. Et Hegel a compris ça en retrouvant les présocratiques et en comprenant que le futur précède le passé. Dans le gland, il y a tout le futur de l'arbre qui est déjà là alors qu'il n'est pas là. Il est là mais il n'est pas là. Dans le présent, si je découpe le gland, il n'y a pas l'arbre. Pourtant il est là. Et c'est tout le développement dans la terre, un machin, tac. Mais en tant que le gland contienne la possibilité d'aller au bout. Voilà. Après l'humanité, parce que Engels parle dans le texte sur Feuerbach qu'il a écrit juste après la mort de Marx. Il dit est-ce que l'humanité est dans le rameau ascendant ou dans le rameau descendant? On ne peut pas le dire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est dans le rameau descendant? C'est possible aussi. Aujourd'hui, on vit une époque qui est fantastique parce que même si nous vivons l'horreur du monde la plus absolue, nous vivons le temps qui rend enfin possible la grande fracture. Moi, je pense à tous ces gens qui en 37, en 70, en 68 ont vécu des grands combats. Ils étaient
est condamné à l'échec malgré leur énergie. Nous rentrons dans la première phase historique où tout va devenir possible. C'était les balbutiements. Voilà. Donc nous, on a une chance infinie. Le monde est horrible. Il n'a jamais été aussi laid. Il n'a jamais été aussi laid. Mais en même temps, Il y a un potentiel de. C'est le périgée. il est devenu fumier, il est devenu compost. Sur toute la pourriture du monde, la fertilité de l'insurrection devient envisageable. C'est très fort. Imaginons qu'un de nous, par hasard, se retrouve face à Zemmour sur un plateau de télé. Qu'est-ce qu'il faut lui pondre? Mais avec des types. Mais moi, si vous voulez, moi je suis très détendu. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Henri de Lesquen. Oui. Henri de Lesquen, c'est mon adversaire absolu. Oui. Moi, je suis communard. Et lui, cet abruti, dit tout le temps, heureusement que Thiers a massacré les communards. Il dit tout le temps, il fallait nettoyer Paris. Mais je me battrai pour que Henri de Lesquen puisse s'exprimer. Je ne suis pas gêné parce que quelqu'un est... Moi, c'est pas que Zemmour me gêne, c'est faire avancer Zemmour. Voilà, mais si vous voulez, le truc, c'est que il faut... La vraie jouissance, elle n'a pas peur de l'antinomie. Moi, je veux dire que si quelqu'un me dit qu'il faut interdire à Lesquen de parler, je dis non, moi je suis aux antipodes, je suis communard, il est Versaillais. Non, mais après, Zemmour, mais je veux qu'il puisse il a son s'exprimer. fonds de commerce, tu vois. C'est vrai que à la fois, il est convaincu de ces trucs et il peut pas changer d'avis trop radicalement, sinon plus personne n'achète ses bouquins, tu vois. Donc il est un peu prisonnier de son personnage. Non, mais il y a aussi personne. Il remplit une fonction bien précise dans le système. C'est-à-dire que s'il a aucune Personne publique. Sur le plateau de télé, il va avoir un discours, et dans la rue, il a lu beaucoup de livres. Hein. Il a lu Marx, il est pas con. Hein. Non, parce que s'il n'a pas de notoriété, il peut changer d'avis et tout le monde s'en bat les couilles. Mais là, s'il change d'avis, il dit Marx a raison. Les lecteurs du Figaro. En fait, peut-être il faudrait lui dire, il dit déjà, le grand remplacement, Marx l'a positionné avant lui. C'est le meilleur français pour lui. Hein. Ouais, mais après, il dit quand Netanyahou dévoile des trucs contre Israël, c'est génial. Ouais, bon, après. Excuse-moi. Comment vous expliquez que la pensée critique qui était allemande à l'époque de Marx soit passée par Hegel, qui devienne française, et aujourd'hui c'est c'est nous tous, ça passe par vous, mais ça devient français du coup. Non, c'est pas français, il y en a partout. Non, pas vraiment. La pensée critique intransigeante réelle, Moi, je pense que nous, au Brésil, il y en a elle est française. Aujourd'hui, c'est en France. Marx, à un moment donné... Ah oui, bien sûr. Ah, excusez-nous. Bonne journée. À un moment donné, dans la nouvelle Gazette rhénane, Marx parle des luttes de classe radicale qui sont en train de s'éteindre en Allemagne. Et il dit de toute façon, c'est le coq gaulois qui réveillera l'aigle allemand. Ah ouais? C'est-à-dire que du point de vue du fromage, du point de vue du vin, du point de vue des formations sociales, du point de vue de l'érotisme radical et du point de vue de la Commune de Paris, la France est le sémaphore du monde. C'est pour ça que c'est mai 68 qui a été le plus loin en France. Et c'est pour ça qu'on Salut vit mes amis. une époque anti-France. Merci. C'est pour ça qu'on vit une époque anti-France. Si vous voulez, vous prenez mai 68. Ah là oui, je suis parti de France. Vous prenez mai 68 en Italie, mai 68 en Espagne, ça bouge. Mais les 10 millions de grévistes qui font trembler le monde, c'est Paris. Paris-Rome. Oui, mais c'est Paris. L'Italie aussi, ouais. Et là, la grande frayeur, c'est que passer le jeu électoral de l'imposture présidentielle, mademoiselle, la radicalité ouvrière émerge. C'est pour ça que le grand remplacement cible d'abord la France. Mais Sanguinetti, par exemple, Oui. qui a été un situationniste relativement actif. Aujourd'hui, il travaille pour Mediapart et c'est très aseptisé. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai commencé à 14 ans et j'ai jamais varié, je vais en avoir 60. J'ai rencontré des gens qui avaient des inflammations narcissiques. Et leurs inflammations narcissiques, merde, elles donnaient rien. Ah bah puisqu'il n'y a rien, je vais faire autre chose. Il faut avoir la patience de la longue durée. Vous serez inébranlable quand vous aurez la patience de la longue durée. Quand vous ne mesurez plus l'histoire à l'aune de vos petites angoisses individuelles. Il faut se basculer dans l'histoire. Même si vous ne vivez rien, par exemple. Mais je m'en fous, je le vis déjà. J'ai su. Moi j'étais à la CNT.
j'étais à la FA quand j'avais 14 ans. J'ai rencontré un ouvrier italien bordiguiste qui avait fait un tract qui distribuait à la mutualité anarchiste, jetez votre chemise, elle est rouge du sang des travailleurs. Et il distribuait un tract sur mai 37 Barcelone. Putain, alors c'est ça la CNT? Je me suis dit, faut que je discute. Et j'ai remis en cause, j'ai quitté la CNT, j'ai quitté la FA, et j'ai décidé de toujours avancer. Quand je rencontre une contradiction, je l'expertise, je l'analyse et je la dépasse. J'ai jamais fini d'apprendre. Quand les patients viennent me voir dans mon bureau, ils m'apprennent plein de choses. Et tous les jours, je me couche chaque soir plus rempli que je me suis levé le matin. Parce que je suis dans l'humilité de terre. Je reçois la richesse des autres. Là, on a parlé ensemble. Vous m'avez tous appris plein de choses. Et je continue à creuser, je continue à avancer. Et je sais que je ne changerai jamais. Ma mère me dit, mais tu nous emmerdes. Tu avais 12 ans, tu nous parlais de la Révolution. Elle est toujours pas là, la Révolution. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais j'ai pas varié. Mais j'ai pas varié parce que je sais qu'elle est là et qu'elle avance. Mais elle ne peut pas avancer dans la dimension narcissique de ma petite vie individuelle. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas être impatient individuellement, il faut être impatient historiquement en tant que force historique. Donc si on est humble, on est toujours heureux, on est toujours joyeux, et puis on n'est jamais désespéré parce qu'on sait que ça remonte. Et c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Il faut s'inscrire dans l'histoire. L'histoire, c'est pas notre nombril. Sur la page de Facebook, j'avais pondu un texte à un moment. Mais pas moi. Non, mais où j'avais dit la marchandise, elle est en train de liquider l'économie et elle pourrait très bien fonctionner sans économie. Est-ce que je suis dans un non, c'est délire? pas possible. Parce que la marchandise présuppose l'achat et la vente. Donc c'est l'économie politique de la représentation, de la domestication. Tant qu'il y a marchandise, il y a économie. Tant qu'il y a économie, il y a marchandise. Salariat peut-être, salariat. J'avais dit, on va arriver Par contre, on peut imaginer dans l'économie politique de la marchandise moderne de la domination réelle, ce que Marx avait très bien vu, c'est qu'il n'y ait plus le salariat élémentaire, qu'il y a un salariat dilué à travers l'ubérisation et le revenu, mais le revenu universel, c'est pas l'abolition du salariat, c'est la forme paranoïaque de sa dissimulation. Mais justement, l'ubérisation telle que Attali l'a... Mais c'est encore du salariat. Moi, j'ai été conseiller prud'homme. Les gens étaient auto-entrepreneurs. Mais c'était du auto-entrepreneur factice. Ils pouvaient venir au prud'homme, demander au juge de requalifier et de montrer que puisque l'auto-entrepreneur est sous la détermination d'une entreprise, c'est un salarié déguisé. L'ubérisation, c'est du salariat déguisé. Non, parce que Chris, il en avait parlé un peu, mais je sais pas si Marx, il a... non pas... Si, il le dit très bien dans le chapitre. En parle un peu. Dans le chapitre 6, il montre très bien que tout ce qui était statique dans la domination réelle va s'élastifier en domination réelle. Donc tout va prendre des formes qui ne sont plus enfermées dans les codifications juridiques statiques, mais tout va se fluidifier dans un liquide informel. D'accord. Je suis obligé d'y aller parce que j'ai un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, merci beaucoup. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Vous me direz ce que vous avez pensé. Je vous promets, je vous dis à bientôt. Puis pour la vidéo, vous me dites pour mardi si vous voulez. Merci bien. Bon, à bientôt. Au revoir et vive la vie. Il dit ça avec un sourire, les gars. Incroyable. Il t'en a mis. Franchement, c'est Matt, il marche tout seul. trop fort. T'as coupé, c'est bon?